Bonjour et bienvenue dans cet épisode de la Rome numérique qui va être un petit peu particulier parce qu'aujourd'hui on ne va pas vraiment parler de solutions de la tech française et européenne, bien que ce soit quand même un peu le sujet, mais on ne parlera pas de solutions aujourd'hui. Est-ce que je reçois Anne-Laure de la Rivière, qui est directrice de la communication chez GetWatcher, qui est également animatrice du podcast Dans l'œil de la cyber, fondatrice d'une agence de communication, et parce que c'est aussi une femme qui manifestement s'ennuie, c'est aussi une femme qui s'implique très fort pour la place de la femme dans la tech. Messieurs, restez avec moi s'il vous plaît. Pour Women for Cyber, on va évoquer tous ces points avec Anne-Laure. Merci beaucoup d'être au micro de la Rome numérique. Merci à toi. Alors, sans plus tarder, on va parler de la communication dans la tech. Alors, on avait reçu au podcast une agence de com, mais là, aujourd'hui, j'ai envie de te poser d'autres questions. La vraie question que j'ai envie de te poser, c'est finalement, est-ce que faire de la com sur le secteur de la cybersécurité, c'est pas faire de la com pour un autre secteur? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qu'on doit adapter parce que c'est le secteur de la cyber? Alors, je ne sais pas si c'est, enfin, forcément, on doit s'adapter chacun à nos secteurs de référence quand on fait de la communication. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire par rapport à la cybersécurité, c'est que c'est un domaine qui est vraiment complexe et qui est passionnant. Et moi, quand je fais de la communication, j'essaie de transmettre vraiment cette passion pour la rendre accessible à tous. C'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment très complexe et qui est pas toujours accessible de prime abord. Il y a énormément de solutions, comme tu l'évoquais. C'est toujours très technique. Quand on connaît un pan de la cybersécurité, on peut ne rien comprendre du reste. Donc pour moi, c'est ça. C'est arriver à, dans un premier temps, sensibiliser les organisations aux enjeux de cybersécurité au sens large, parce que ça nous concerne tous. Et parce que ça s'applique vraiment à tous les pans de la société. Et puis de manière plus spécifique pour GetWatcher, de parvenir à vulgariser en fait ce qu'on fait et donc aux bénéfices en fait que peut apporter notre solution de NDR, donc le NDR de GetWatcher. Qu'on n'a pas encore reçu au podcast, mais donc pour bientôt. Bientôt. Donc là, on aura quelqu'un qui va expliquer ce que c'est le NDR. Alors justement, on parle souvent des sujets donc de technologie pure. Avec la cyber, on va rentrer dans des expertises très poussées. On a souvent des gens qui s'expriment qui sont des hyper experts. Aujourd'hui, tu nous dis finalement on doit avoir cette capacité de rendre accessible le contenu, intelligible, compréhensible pour le plus grand nombre, pour justement donner de la portée à l'enjeu cyber. Aujourd'hui, c'est quoi tes sujets récurrents avec tes clients là, puisqu'on disait notamment en tant qu'agence de com, qu'est-ce que tu vois le plus aujourd'hui sur le secteur? Écoute, je pense que les sujets récurrents, c'est vraiment la gestion du risque cyber. Comment est-ce qu'on appréhende en fait le risque pour chacun de nos clients, donc dans chacun de leurs secteurs. Nous, on s'adresse vraiment à toutes les organisations qui ont envie de se protéger. On est vraiment dans la détection des cyberattaques, donc en amont des attaques. Et donc vraiment pour eux, ça va être comment est-ce qu'on détecte, comment on gère le risque, comment est-ce qu'on met en place des outils, comment est-ce que ces outils vont fonctionner avec ceux qu'on a déjà. Donc c'est un peu ça en fait leurs enjeux de manière générale, c'est les enjeux qui va y avoir vraiment chez tous nos clients. Après, moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir à la fois une communication technique vraiment très spécifique sur notre produit, qui va s'adresser au RSSI, vraiment aux techniciens qui vont utiliser nos outils. Et puis également une communication de gouvernance, une communication juridique qui va s'adresser également aux décideurs, ceux qui vont prendre la décision d'acheter nos produits, et puis vraiment pour essayer de donner une vision globale de ce qu'on fait, quoi. Et donc c'est un peu dans cet esprit qu'on a élaboré notre stratégie de communication, que ce soit au niveau de la presse, que ce soit avec tous nos outils de communication, et plus particulièrement avec le podcast où j'ai eu la chance de recevoir vraiment des experts très très variés. Tu vois, récemment j'ai reçu Johanna Bruce, qui est vice-procureure en charge de la cybersécurité au tribunal de Paris, qui me racontait comment elle menait en fait une enquête une fois qu'il y avait eu une cyberattaque potentiellement étatique qui va toucher
une entité publique, par exemple en France, ou une cyberattaque sur une organisation privée. Donc comment elle va mener l'enquête, parfois en collaboration avec d'autres entités juridiques internationales. Quels étaient les risques pénaux après, comment suivre en fait après tout le processus, et c'était hyper concret. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et puis j'ai aussi bien rencontré le responsable cybersécurité de Nexter, Benoît Moreau, qui lui nous a parlé de comment optimiser le cycle de détection et de gagner en réactivité face à la menace cyber. Donc là pour le coup c'était plus technique. J'ai rencontré des RSSI de CHU qui nous parlaient vraiment de la menace dans le secteur de la santé. C'est hyper concret, ça touche tout le monde, ça intéresse tout le monde. Donc voilà, j'ai aussi rencontré une maire adjointe de la collectivité de Vannes. Donc l'idée pour moi, c'est vraiment de montrer que la cybersécurité, ça concerne tout le monde. Et chacun, en fait, a sa spécificité, sa manière de l'aborder et sa manière de... c'est plus ou moins... C'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes moyens. Et donc voilà, j'ai trouvé que le podcast était un bon moyen de donner la parole, en fait, à tous ces acteurs du numérique. Voilà. Et donc, ça permet finalement de convaincre de la pertinence de l'enjeu. Et donc, dans ce que tu t'expliques, moi, ce que je retiens finalement, c'est qu'il faut convaincre l'expertise. Il faut convaincre par l'expertise, pour l'expertise, donc pour le RSSI, et convaincre aussi celui qui va faire le chèque de la portée de la valeur ajoutée, finalement, avec la vision enjeu. Alors ça, pour les RSSI qui nous écoutent, c'est vraiment cet aspect, cette obligation presque de faire de la pédagogie pour arriver à convaincre le reste du COMEX qu'il faut investir, que ça doit être dans un plan stratégique au niveau de l'entreprise. Exactement. On le voit aussi aujourd'hui, la cybersécurité est un élément de communication qui vise à rassurer. Alors on a évidemment l'argument qui en est plus qu'un, qui est une obligation légale. Notamment, on le voit dans les réponses à appels d'offres. On doit garantir la sécurité des données dans le cadre des appels d'offres. Il y a aussi la communication sous l'angle de convaincre au niveau marketing que finalement, on applique une éthique, des mesures de sécurité qui viennent rassurer le client. Quand je t'entends parler, finalement, je me dis que quand tu reçois tes invités au podcast, c'est aussi ça que tu viens expliquer. C'est-à-dire, il y a la création de ce lien de confiance, finalement, quand on vient expliquer ce qu'on fait, comment on l'organise, comment on l'optimise. Exactement, en fait, c'est un bon moyen, en tout cas pour nos clients français, de les mettre en valeur et de parler pour eux de leur métier, de leur spécificité. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile parce qu'en France, les organisations sont assez discrètes. Elles ne vont pas forcément parler des outils qu'elles utilisent. Hein. Ça donne une information sur leurs solutions, sur comment les contourner potentiellement. Donc, nos clients, ils ont naturellement cette prudence, ce qui est tout à fait légitime d'ailleurs. Hein. Et en même temps, comme tu le disais, on voit de plus en plus les COMEX qui ont besoin de communiquer sur la cybersécurité et donc et d'exister sur ce plan. Et donc il y a un peu cette évolution, et je vois dans l'œil de la cyber, ça fait 2 ans maintenant qu'on fait ce podcast. Il y a une vraie évolution. Au début, c'était dur de convaincre des RSSI de parler de leurs enjeux, des difficultés qu'ils rencontraient. Et aujourd'hui, je vois vraiment cette évolution, et je vois qu'il y a une véritable envie de partage, en fait, de ce qu'ils rencontrent, des enjeux. Je dirais que là-dessus, au niveau international, c'est un peu différent parce qu'on est Gatewatcher est présent aujourd'hui dans quasiment sur tous les continents. On a des bureaux un peu partout. Et là-dessus, je trouve qu'il y a une vraie différence culturelle. Nos clients étrangers sont beaucoup moins prudents, ou je dirais pas prudents, mais en tout cas, ils sont moins inquiets par rapport à ça. Ils parlent plus, voilà, ils sont plus libres. Ils sont plus libres. Et c'est peut-être parce qu'en France, c'est vrai qu'on a un niveau de cybersécurité qui est très fort. La France, grâce à l'ANSSI, on est vraiment très exigeant de ce point de vue-là. Et donc, je pense qu'on est vraiment très avancé
Tu veux dire que les attendus sont très élevés. Les attendus sont très élevés, ouais. Et justement, sur ce point, moi, je trouve que c'est important que la parole se libère. Là, tu parles des outils, un peu des enjeux. Moi, je trouve que la parole, elle ne se libère pas encore assez au niveau de la gestion de crise et du retour d'expérience des crises vécues. Ouais. C'est un peu le syndrome des victimes, quoi. On a honte, on le cache, on met sous tapis. Ça marche dans l'humain comme pour la personne morale. C'est vraiment... Finalement, c'est un peu les mêmes mécanismes, presque d'un point de vue psychologique. Dans ta ligne éditoriale, qui est vraiment d'expliquer les enjeux du métier, les enjeux d'une situation, est-ce que y a des éléments sur lesquels on te demande de ne jamais aller ? Non, pas forcément. Après, effectivement, comme tu le dis, quand il y a eu une cyberattaque, on ne va pas en parler de manière totalement ouverte et libre. C'est assez rare. Ça m'est arrivé de pouvoir en parler, mais c'est assez rare parce que c'est vrai qu'on est toujours dans la peur. La cybersécurité, quand il y a une cyberattaque, les enjeux sont massifs. Il y a des entreprises qui mettent la clé sous la porte. Et puis, il y a aussi cette notion de réassurance. Si on dit qu'on a été cyberattaqué, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est fragile, que le réseau n'est pas sécurisé, ça envoie pas les bons messages, donc c'est compliqué. Et je pense que du coup, c'est quand même courageux pour ceux qui arrivent à le faire, d'expliquer, voilà ce qui nous est arrivé et voilà comment on a réussi à sortir la tête de l'eau, quoi. Mais ça, je pense que c'est vraiment indispensable, comme tu le dis, qu'on arrive à le faire pour pour montrer la voie aux autres, quoi. Moi, je trouve que c'est un bon message de dire qu'on a été cyberattaqué. Je vais être un peu provoque, mais en fait, je trouve que c'est un bon message parce que moi, je suis plus inquiète des gens qui cachent les choses et qui mettent les choses sous le tapis que des gens qui assument ce qu'ils ont vécu. Et je suis encore je vais être encore plus dure peut-être, c'est que en réalité, si on ne dit pas quand ça s'est passé, on ne peut pas permettre à l'ensemble de la chaîne de se protéger et de réagir également. C'est-à-dire, quelqu'un qui subit une cyberattaque et qui le cache, alors au-delà du fait que c'est un problème juridique, ça engagerait sa responsabilité, il ne permet pas aux autres de la chaîne, ses sous-traitants, mais également les personnes physiques, de prendre les mesures adéquates pour ne pas subir les effets de bord de la cyberattaque qui vont peut-être être des tentatives d'escroquerie, etc. Et donc, je trouve que ça va vraiment pas dans le bon sens de le cacher. Et puis... on parle de communication, il y a communiquer sur les cyberattaques et communiquer. Enfin, je veux dire, on peut communiquer correctement, on le voit, et une communication bien faite, là, on fait un petit salut aux études de Guy-Philippe Goldstein, notamment sur l'impact des cyberattaques dans le temps, et on le voit qu'une bonne gestion de crise et une bonne communication de cyberattaque ne fait pas perdre de points en termes de confiance client et ni en termes de chiffre d'affaires. Donc, en réalité, on a tout intérêt à apprendre et à maîtriser ce discours et cette gestion. Et là, je pense que tu vois, ta compétence et ce que tu fais par ailleurs, ça a vraiment du sens par rapport à la maîtrise de la communication. Je rajouterais qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise, il n'y a pas une organisation publique ou privée qui n'ait pas déjà été cyberattaquée. Donc, mais qui ne le sait peut-être pas. Oui, qui ne le sait peut-être pas. Mais en tout cas, tout le monde est concerné. Donc, ce n'est pas une honte à avoir de se dire j'ai été cyberattaqué. On ne va pas la montrer du doigt. Tout le monde est concerné. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est plus... Voilà, comme tu le dis, une responsabilité collective pour toute la chaîne. C'est ça qu'il faut voir, en fait. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que en réalité, en face, on a des gens dont c'est le métier. C'est-à-dire, attaquer, c'est le métier. Ouais. Quand vous avez tout fermé chez vous, vous avez mis une alarme, etc., et qu'il y a quand même quelqu'un qui rentre, qui vous pique un truc et qui repart, et malgré l'alarme, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Mais quand il a décidé de rentrer, il rentre. Ouais. Et donc, je pense que ça aussi, c'est un message qu'il faut donner. C'est-à-dire, complexifier les choses pour que ce ne soit pas des passoires, ça me paraît évident et c'est une obligation légale. Mais en même temps, quand on a été victime, moi j'ai des clients qui parfois me disent « Ah, mais on n'était pas blanc-bleu. » Ok, je suis sortie dans la robe en jupe. Je suis sortie dans la rue en jupe, ça donne personne le droit de m'attaquer. C'est-à-dire, et pourtant, on pourrait considérer que je ne suis pas blanc-bleu. Voilà. Ouais. C'est le même niveau de raisonnement. Et vraiment, du coup, on va faire le lien avec les femmes à cyber, tu me vois venir. Pour moi, c'est le même niveau de raisonnement. Donc, je dis non.
Donc non et non. Voilà. Du coup, comme tu t'ennuies, t'es quand même hyper inspirante comme femme parce que comme tu t'ennuies, t'as en plus un engagement pour nous toutes et en tout cas pour la mixité dans les entreprises et notamment dans le secteur de la cyber avec ton engagement pour Women for Cyber. Est-ce que tu peux nous présenter Women for Cyber et puis nous dire concrètement ce que vous proposez? Avec plaisir. Écoute, Women for Cyber, c'est une association c'est le chapitre français de la fondation Women for Cyber Europe, qui a pour objectif de promouvoir les femmes dans la cyber et la cyber auprès des femmes. Et voilà, en fait, on est parti du constat que les organisations ont du mal à recruter les talents d'aujourd'hui et de demain, et que les écoles ont du mal à intéresser les jeunes, et notamment les femmes, à la cybersécurité. Et donc voilà, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut fédérer les hommes et les femmes à la cybersécurité, parce que finalement, ça n'a pas toujours été le cas. En fait, ça n'a pas toujours... Les femmes, en fait, au début du siècle, étaient assez présentes dans la tech, enfin, quand c'était les prémices de la tech. Je pense... à des figures assez emblématiques. Il y avait Ada Lovelace qui en 1843 a créé le premier programme informatique de l'histoire. C'était quand même une femme. C'est également une femme qui a créé le premier modèle d'ordinateur, Grace Hopper. Donc, on était vraiment présentes. Et en fait, finalement, c'est au milieu du XXe siècle, enfin, c'est dans les années 80 qu'il y a eu un vrai changement. Et j'aime bien rappeler ce cliché en fait, qui est né en partie à cause de techniques marketing qui se sont mises à genrer la tech et qui ont... par exemple, je pense à la Game Boy, tu vois, pourquoi pas la Game Girl, tu vois, c'est typiquement voilà, ce type de... Ce cliché du geek qui est seul dans sa cave avec son sweat à capuche devant un écran plein de chiffres. C'est à ce moment-là que c'est né et forcément, en tout cas, c'est une des raisons qui a contribué à faire que les femmes se sont désintéressées de la tech, quoi, pour moi. C'est quand même assez triste parce que au final, aujourd'hui, on a un effet dramatique parce qu'on a moins de femmes, on a des équipes qui sont du coup nécessairement moins mixtes, du coup moins riches. On le rappellera jamais assez que la mixité enrichit les raisonnements et donc fait naître plus de créativité. Et quand on a besoin de réfléchir à comment on va être attaqué, avoir plus de créativité, c'est quand même utile. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'actions concrètes que vous faites à Women for Cyber ? Oui, avec plaisir. En fait, on a lancé un programme de mentorat pour les femmes, donc aussi bien des étudiantes que des femmes en poste ou des femmes en reconversion. L'idée, c'est vraiment de pouvoir les accompagner, qu'elles soient accompagnées par des experts hommes ou femmes qui vont leur donner un peu accès à la pluralité des métiers de la cyber. Aujourd'hui, on a une méconnaissance quand même de ces métiers et on constate que même une fois en poste, les femmes ne restent pas forcément dans le secteur parce qu'elles n'ont pas connaissance en fait, de tout ce qu'elles pourraient faire, des passerelles, des ponts et puis voilà. Et encore aujourd'hui, c'est un secteur où les femmes sont assez sous-représentées. Donc, c'est dur de se projeter sur le long terme dans des équipes uniquement masculines. Voilà, c'est vrai que c'est un peu décourageant. On a également, on promeut donc les rôles modèles féminins dans les collèges, les lycées, les écoles d'ingénieurs. On a des partenariats médiatiques où on va faire parler des femmes qui ont choisi la cyber, qui vont nous expliquer pourquoi, quels sont les bénéfices qu'elles en retirent, pourquoi cette passion. On a une plateforme de job en ligne pour nos partenaires qui vont avoir accès à des CV de femmes talentueuses. On participe à tous les salons cyber. Donc on a tout un réseau, surtout européen, qui permet à tous nos adhérents de pouvoir échanger avec des experts et des expertes européens. Est-ce que tu penses que les femmes ont peur d'un potentiel sexisme de fait de rejoindre des équipes uniquement masculines ? Je ne sais pas s'il y a un vrai sexisme, parce qu'aujourd'hui, je pense que les hommes ont pas mal évolué. Alors moi, je suis sûre que non, c'est ce que je voulais dire en fait. C'est pour ça que je te pose cette question. Je crois qu'on est d'accord. Dans le secteur cyber, ouais. Ça ne met... Enfin, vraiment, j'ai jamais ressenti ça. Alors que dans d'autres secteurs, que je n'aimerais pas ici, oui, je suis d'accord avec toi. C'est quasi systématique, quoi. On dirait que c'est vraiment... Ils sont livrés avec. Hein. Mais là, non.
Non, non, y a pas y a pas de sexisme de la part des hommes, il n'y a pas trop de machisme, je ne trouve pas. Et c'est ce que j'aimerais du coup, grâce à Women for Cyber, leur montrer en fait, parce que c'est vrai que ça peut faire peur quand même quand on arrive dans ce secteur, on se dit mais quand on connaît pas, c'est vrai que ça peut être un peu inquiétant. Après, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, pour moi, faire venir les femmes dans la tech et dans la cybersécurité, ça répond à un vrai besoin de compétences. Ça répond aussi à notre besoin de pluralité de points de vue. J'ai interrogé du coup dans un de mes podcasts le RSSI de Sanofi, Jean-Yves Poichotte, qui me disait qu'avoir des femmes dans son équipe permettait d'avoir une autre perception des attaques, tu vois, une autre manière de répondre. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la diversité des profils. Si on a des équipes homogènes, on n'a pas cette diversité d'imagination qui permet de penser comme l'attaquant finalement. Et puis voilà, ça répond aussi à notre besoin de souveraineté. Je ne te l'apprends pas, mais sans talent français, les entreprises, elles vont aller chercher à l'étranger. Donc c'est un vrai sujet quand même pour la cybersécurité. Donc voilà, en fait, faire venir les femmes, ça répond pour moi à tous ces enjeux-là. Est-ce qu'on est d'accord qu'il faut démarrer la sensibilisation à ces métiers sous l'angle de la compétence de l'attrait à certains sujets et qu'il faut le démarrer tôt? C'est essentiel en fait parce que... Je pense au collège par exemple. Exactement. Le lycée, c'est déjà presque trop tard. Nous, on a des actions concrètes qu'on mène avec les académies, avec les ministères de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, et ce, dès le collège. L'idée, c'est de pouvoir sensibiliser les conseillers d'orientation, mais aussi les parents, qui sont quand même les premiers prescripteurs de nos enfants, à ces métiers-là. Si tu demandes à une mère de famille si elle aimerait que sa fille soit ingénieure en cybersécurité, elle va te dire qu'elle n'y a pas pensé, en fait. Et donc, c'est vraiment important que ces gens-là, dès le collège, soient au courant en fait, de ce que c'est que la cybersécurité et de l'intérêt que ça peut avoir. Et là-dessus, nous, notre rôle chez Women for Cyber, c'est aussi de déconstruire tous les stéréotypes autour du secteur. Tout le côté cybersécurité, le côté sécurité, c'est vraiment l'image de force, un rapport de force entre un hacker et une organisation, donc ça fait peur, donc on se dit bon voilà, il va falloir jouer des muscles. Et les femmes ont des muscles. Les femmes ont des muscles, ouais. Et en fait, nous, ce qu'on aimerait expliquer, c'est que la cyber, c'est avant tout un bouclier, tu vois, c'est une protection, c'est protéger notre souveraineté nationale, c'est protéger chaque individu. Et donc, s'investir dans la cyber, c'est protéger les autres, c'est protéger son pays. Et finalement, d'être capable de dire que la cyber, c'est un métier du care, quoi, aussi. C'est prendre soin de son économie, c'est prendre soin des gens, prendre soin des infrastructures critiques. Et donc voilà, je pense que l'enjeu, il est là aussi, tu vois, c'est de faire évoluer les stéréotypes. Tu as tout à fait raison, la cyber, c'est un métier du cœur. J'aime beaucoup cette idée. Et puis, parler de la pluralité des métiers, parce qu'en réalité, il n'y a pas que pentesters, développeurs, gamers dans la tech, et dans la cyber encore moins. Et je trouve que c'est vrai qu'on n'a pas, on ne développe pas suffisamment les communications autour des métiers au sens large de la cyber, qui ne sont pas uniquement hyper techniques, mais qui vont aussi être organisationnels, de sensibilisation, de formation, d'accompagnement, qui vont être tous les métiers autour même du RH. Le recrutement en cyber se fait pas de la même manière que nécessairement dans les autres secteurs. L'accompagnement à la reconversion. Merci de ne pas parler de l'accueil des enfants et de comment on prend en charge les femmes parce qu'elles gèrent leurs enfants dans ce podcast. Je te remercie parce que vraiment, j'en peux plus de ces stéréotypes qui, pour moi, continuent à stéréotyper l'accueil des femmes en entreprise. Non, mais on n'est pas du tout dans l'opposition homme-femme. C'est vraiment pas du tout l'objectif. Et d'ailleurs, chez Women for Cyber, il y a beaucoup d'hommes qui ont vraiment bien compris ces enjeux-là. On n'est pas du tout dans cette opposition, c'est pas l'objectif. On est là pour travailler ensemble, pour faire évoluer la filière. Donc, merci. Voilà. Parce que vraiment, je lutte contre ces stéréotypes. En tout cas, on arrive à la fin du podcast. J'ai envie de demander, alors avec ce parcours aussi riche et toute cette activité, à quoi tu as envie de dire non aujourd'hui ? À quoi j'ai envie de dire non ? Écoute, j'ai envie de dire non aux stéréotypes déjà.
non aux stéréotypes autour de la filière et puis non aux stéréotypes qui peuvent encore évoluer autour des femmes, hein, parce que les femmes sont une vraie valeur ajoutée pour la filière, et je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse qu'elles s'en rendent compte, qu'elles en prennent conscience pour venir contribuer à cette filière d'excellence. Et du coup, pour finir sur une note positive, à quoi as-tu envie de dire oui ? Écoute, j'ai envie de dire oui, oui. Bonne question. Écoute, oui, oui à l'avenir, à cette filière qui est vraiment très prometteuse et qui, je pense, a de beaux jours devant elle. Et puis voilà, ouais, oui. Ben, c'est très très positif de dire oui à l'avenir. Merci beaucoup Anne-Laure d'être venue au micro de la robe numérique. Et puis à très bientôt pour Kate Watcher. À très bientôt.